mais d'autres substances aussi. Il faut savoir que nos enfants, les nouveau-nés, sont contaminés par plusieurs dizaines de ces substances, et la moyenne étant de 200 substances par nouveau-né. Donc ceci va constituer une véritable bombe à retardement, étant donné que ces substances cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, eh bien, vont induire les pathologies qu'on a actuelles. Et certains vous diront que actuellement tout va bien dans le meilleur des mondes et parce qu'on vit beaucoup plus vieux, l'espérance de vie est augmentée. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, nos centenaires d'aujourd'hui, sont des personnes qui, si vous voulez, sont nées et ont eu une enfance avant la pollution, et que le véritable problème, c'est la stérilité. C'est-à-dire que nous avons peut-être individuellement des gens qui vivent plus vieux, mais collectivement, à partir du moment où il y a moins d'enfants qui naissent, à cause en particulier donc des problèmes de fécondité et de stérilité qui existent aujourd'hui et qu'on relie en grande partie aux pesticides, organochlorés, cela, il est évident que notre pays faisant exception, car nous sommes les champions d'Europe en matière de procréation. Bon, mais si on prend l'Europe, si vous voulez, en elle-même, il est clair que l'Europe est devenue un berceau vide et que selon les derniers rapports de l'ONU en matière de démographie, eh bien l'Europe va perdre dans les 25 à 50 ans qui viennent entre 75 millions d'habitants et 120 millions d'habitants. Donc vous voyez que là, il y a un véritable problème, non seulement de santé publique, mais même, on pourrait dire, de géoéconomique, géopolitique, tout ce que l'on voudra, à l'échelon de l'Europe. Le professeur Dominique Bellepomme ne saurait mieux le dire. Comme chez les abeilles, un véritable problème de dépopulation, le syndrome d'effondrement des colonies humaines. En tout cas, les pesticides semblent être un moyen de contraception très efficace, mais non homologué par l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé. Serait-ce pour cela qu'ils sont distribués aussi libéralement et parfois gratuitement dans les pays du tiers-monde par certaines ONG humanitaires? En Inde, par exemple, près de 15% des jeunes couples ne peuvent pas avoir d'enfants. Et le syndrome d'effondrement des colonies humaines ne va pas s'estomper de sitôt. Car les sols sont morts, stérilisés, empoisonnés par les agrotoxiques. Il n'est pas d'autre solution que d'exiger de suite le zéro pesticide. La France, à la botte des multinationales de l'agrochimie, a très bien compris que la révolte gronde dans la société civile. C'est pour cela qu'elle a choisi de torpiller et d'enterrer la directive de protection des sols récemment proposée par la Commission européenne. Les pesticides sont dans nos sols et ils le resteront pendant des dizaines d'années et parfois même pendant des centaines d'années. On appelle ce phénomène la rémanence. Le gaucho n'est toujours pas interdit sur certaines cultures, notamment sur les céréales, il est autorisé, ou sur les betteraves. Alors, ce qui se passe, c'est que le produit est rémanent pendant 5 ans dans le sol. Donc, si par l'assolement, l'agriculteur, l'année suivante, fait un tournesol, on va se retrouver avec un tournesol contaminé. Sachant que la publicité de la CAVAC, c'est de dire traitez gaucho régent sur le blé, vous serez tranquille pour vos tournesols derrière. Ils seront traités, il n'y aura pas besoin de traitement pour les pucerons. On nous l'annonce rémanent que pendant une demi-durée de vie de 3 mois. Par contre, pour traiter les termites, ils le garantissent 10 ans. En 3 ans de gaucho, enfin d'imidaclopride, on a dans le sol une quantité d'imidaclopride qui reste constante, puisqu'il y a une dégradation qui est... Bon, ça compense avec... Et puis ça reste. Et puis ça remonte dans tout, hein, ça remonte dans les plantes adventices, ça remonte dans les cultures suivantes, oui. Et ça, mais cette molécule, aux yeux de la réglementation européenne, elle n'aurait jamais dû être autorisée, parce qu'elle est trop persistante. Il y a des règles. Il y a des règles, mais non. Elle est persistante, mais non, elle est dans les eaux. Il y a quand même des règles. Mais ces règles-là, elles ne s'appliquent pas. Le gaucho, enfin l'imidaclopride n'aurait jamais dû être autorisé. Alors, en Suisse, on ne sait pas, et on nous dit que le maïs n'est pas traité, mais le maïs n'est peut-être pas traité, mais comme on a tous les colzas qui sont traités, nous sommes dans des régions où il y a beaucoup de betteraves. Les betteraves sont 100% enrobées,
Donc la rémanence dans le sol, à la longue, on a des terrains qui doivent être contaminés et pollués un maximum, je pense. Les deux produits phytosanitaires qui nous ont intéressés, et notamment le gaucho commercialisé par la société Bayer, sont utilisés donc en traitement de semences. Autrement dit, ces semences sont mises dans le sol, et puis l'insecticide diffuse dans le sol, dans l'eau du sol autour de la plante, et il est capté par la plante, et donc il protège la plante à travers ses parties végétales et aériennes. Donc. Mais l'insecticide, il est donc mis dans le sol, et forcément, il va être plus ou moins dégradé au cours du temps. Nous avons constaté que, contrairement à ce qui était, disons, suggéré, la durée de cet insecticide dans le sol était beaucoup plus longue. C'est-à-dire que on définit la durée de vie d'un insecticide par le temps au bout duquel il n'en reste plus que la moitié. Donc ce temps au bout duquel il n'en reste plus que la moitié, on le présentait pour être à peu près de 3 mois. Et en fait, il s'est révélé que dans les conditions de la France, par des prélèvements aléatoires, on a démontré qu'il s'agissait plutôt de 9 mois. Ça veut dire que si vous appliquez une certaine dose d'insecticide, il faudra attendre à peu près 9 mois pour qu'il n'y en ait plus que la moitié dans le sol. Ça veut dire aussi que si vous refaites un traitement 1 an après le premier, toute la quantité d'insecticide du premier traitement n'a pas disparu, alors que vous faites un deuxième traitement. Donc ça ne va pas dans le sens, bien sûr, ça ne va pas dans le sens de la protection des insectes pollinisateurs, puisque si on imagine que la quantité dans le sol augmente d'année en année, ben, la quantité reçue par les plantes risque d'augmenter aussi. Et puis surtout, les plantes qui ne sont pas traitées sont susceptibles de capter l'insecticide et de le faire remonter dans leur partie florale. Alors là, moi je tiens à dire quand même que les jardiniers sont autant responsables que les agriculteurs de ces intoxications. C'est très tentant d'aller traiter son pommier, son poirier au moment de la floraison. Alors c'est interdit de mettre une petite louche en plus dans le pulvérisateur. Et nos abeilles qui vivent de ce qu'elles ramassent dans la nature ramènent ça à la ruche. Voilà. Aux États-Unis, la terreur pesticide est tellement catastrophique que les apiculteurs commencent à boycotter la pollinisation de certaines cultures agricoles. Certain crops, it seems like right now, watermelons is one where bees don't come out of watermelons very well anymore. They don't come out of cotton all that great anymore. Sometimes when you go to pumpkins or cucumbers, they don't do very well after you've gone through those crops. Cranberries is notoriously where your bees nutritionally or something happens while you're in cranberries. So some crops you get hired to pollinate them and it's almost like a death sentence to the beehives when they go in. Une sentence de mort. Dans quelques années, il est fort probable que les cultures agricoles, noyées par un cocktail de molécules neurotoxiques, ne seront plus pollinisées. Parce que les abeilles auront été exterminées ou parce que les apiculteurs auront déserté les champs de la mort. Et qui en portera la responsabilité? Il y a les industriels qui vendent leurs produits, il y a les scientifiques qui donnent leur caution à ces produits, qui disent oui, ces produits sont de très bonne qualité, ils sont parfaits contre tel ou tel ravageur, n'ayez pas peur paysans, nous scientifiques, nous vous garantissons l'innocuité et l'efficacité de ces produits. Et puis il y a l'administration qui est chargée normalement, qui serait chargée normalement de contrôler ces produits, qui serait chargée normalement de nous protéger éventuellement contre tel ou tel problème ou tel danger. Eh bien, ces gens-là sont absolument tous ensemble. En fin de course, il y a les paysans à qui ces trois catégories vantent les produits nouveaux. Les pesticides sont associés à l'idée de progrès dans l'agriculture. Les pesticides sont le symbole d'une agriculture nouvelle, d'une paysannerie nouvelle qui se débarrasse de tout ce qui est ancien, de tout ce qui est vieux, de tout ce qui rattache la paysannerie à son histoire, à ses traditions, à son passé. Le pesticide devient le symbole du progrès. Les épandages, il arrive que 100% se retrouvent
dans l'atmosphère, elle n'atteint pas ses cibles. 100%. Ça, quand on fait des épandages aériens, il suffit qu'il y ait une inversion de température. Et de toute façon, on estime à 3, pour les optimistes, à 0,3% pour les pessimistes, de produit qui atteint sa cible. Parce qu'il y a le problème de l'enrobage. La technique, elle est... Alors, je ne sais pas aujourd'hui s'ils ont fait des progrès. Avec le fipronil, apparemment, ils n'ont pas fait de progrès. Mais la technique de robage, elle est très peu précise. Très peu précise. Dans les essais Gauchot, moi, j'ai squeezé les prélèvements faits des graines qui ont été semées pour les expérimentations Gauchot. Et scellés et tout, c'est des trucs qui avaient été prélevés par la protection des végétaux, mis sous scellés, et on avait gardé certains sacs pour le cas où on avait besoin de... Et j'ai fait analyser ces graines pour en connaître le taux d'imidaclopride. Ce taux, il variait de 60% à 125% selon les lots. Alors là, sur la commune de Saint-Michel, ce qu'on a remarqué en faisant les mielés, c'est que toutes les ruches qui étaient au bord de la côte, parce qu'ici on n'est pas loin du bord de mer, elles ont fait entre 2 hausses et demi de miel. Toutes celles qui se trouvaient à l'intérieur des terres, après les champs de maïs et autres, on se retrouve, comme dans ce rucher-là, à une moyenne d'une demi-hausse par ruche. Ce qui veut dire que tous les vents de la mer qui ont poussé le produit par là ont été contaminés. Toutes les ruches qui sont au bord de côte, où il n'y a pas de culture derrière, elles sont saines. Alors moi, toutes mes ruches sont sur le bassin lémanique pour l'hivernage, donc le plus bas possible. Les 2 ruchers où j'ai eu le moins de pertes, c'est les 2 ruchers qui sont à Lausanne, qui sont en ville. Sinon, tous les autres, il y a eu ce problème. Bon, d'autres apiculteurs, d'autres collègues apiculteurs qui ont plusieurs ruchers, les ruchers de plaine ont eu de la perte, les ruchers, dès qu'on montait en altitude, il y avait moins de pertes, ou pratiquement même pas de perte du tout. Parce qu'on s'aperçoit très bien que sur le plateau vaudois, dans le cadre des grandes cultures, c'est là qu'on a les gros problèmes. Quand on a fait le sondage il y a 2 ans en arrière, j'ai marqué d'un point chaque rucher touché sur la carte, et on voit très bien qu'à jusqu'à une altitude de 700 mètres, dans les grandes cultures, il y a les grandes pertes, et à partir de 700 mètres, le pied du Jura, les Préalpes, il y a beaucoup moins. Et là, on tombe sur un autre travers de l'agriculture, c'est que les agriculteurs qui connaissent leur métier pour la plupart, on ne comprend pas, ils ont toujours besoin des techniciens. Ils ont toujours besoin d'aller chercher le conseil du technicien. Mais un technicien, avant tout, c'est un vendeur. Il appartient à un semencier, une coopérative, etc., ou un privé. Et donc, il est obligé de faire du chiffre. Et on ne peut pas demander à un technicien d'avoir une réponse objective à une question posée, puisqu'il faut qu'il fasse des chiffres. Ce gars-là ne peut pas se permettre le soir de rentrer avec un carnet de commandes vide. Donc, il est sans état d'âme. Le CETIOM a produit une étude qui spécifiait bien que le tournesol n'avait pas besoin d'un insecticide. Ce n'était pas une révélation, puisque tous nos ancêtres agriculteurs qui ont cultivé cette plante le faisaient sans problème. C'était réputé être une plante résistante qui n'avait pas besoin de traitement. Donc aucun insecte, puisque ça visait notamment le taupin n'est pas friand de graines de tournesol. Donc on a traité pendant des années le tournesol en insecticide pour rien, sinon pour faire vendre un produit qui s'est avéré extrêmement dévastateur du point de vue des écosystèmes en général. On a, du point de vue aussi économique, escroqué quand même les agriculteurs en les poussant à consommer ce produit, en leur faisant, disons, miroiter des craintes sur leur production de graines, et d'autre part, en les obligeant aussi économiquement à utiliser ce produit, parce que quand ils se pointaient dans les coopératives pour demander des graines non traitées,
ceux qui voulaient résister, on leur disait désolé, il fallait les commander un an avant, elles sont toutes traitées maintenant. Donc, et à la limite, même si vous en trouvez des non traités, elles seront au même prix que les traités. Donc, c'est bien beau de balancer des bulletins d'alerte, c'est une manière de faire consommer à chaque fois du produit à tout le monde. Et en faisant peur comme ça, attention, vous êtes plein de pucerons, vite, allez acheter du produit, vous allez perdre vos récoltes. Peut-être que l'agriculteur, si on ne l'avait pas poussé au crime, il aurait peut-être pris le temps de raisonner différemment, il aurait peut-être pris le temps d'aller dans ses champs, de s'apercevoir qu'il commençait à y avoir des coccinelles, il aurait peut-être pris le temps aussi de s'apercevoir qu'il n'y avait plus des grosses averses, des gros orages, que les pucerons étaient rendus au pied des maïs, que même en traitant, de toute façon, ils ne les tuaient pas. Il y avait beaucoup de choses qui auraient peut-être pu être faites si on ne les avait pas poussées au crime, justement. Les coopératives poussent au crime, mais les coopératives sont sûrement dans la main des grands semenciers. Et les grands semenciers ont tous été rachetés par les multinationales de l'agrochimie. Donc, à partir de 1961, toutes les multinationales de l'agrochimie se sont jetées comme des loups sur les semenciers. En l'espace de 30 ans, ils ont racheté quasiment 1 millier de semenciers de l'hémisphère nord. Donc au jour d'aujourd'hui, vous avez une dizaine de multinationales qui contrôlent 50% de la semence. Donc en fait, l'État français s'est octroyé le droit de légiférer et de contrôler le monde des semences, soi-disant pour la protection du consommateur, mais avant tout pour la protection des multinationales, qui au jour d'aujourd'hui contrôlent, le chiffre exact, c'est 5 multinationales contrôlent 75% de la semence potagère planétaire. Ça veut dire tout ce qui se vend en semences de légumes sur la planète, à 75%, est contrôlé par 5 multinationales, la première étant le fameux Monsanto que tout le monde connaît avec les problèmes d'OGM, et la deuxième c'est Syngenta, la troisième c'est Limagrain. Ou c'est Dupont, c'est la quatrième Limagrain. Syngenta, c'est la fusion de Novartis et d'AstraZeneca. Novartis, le nouvel art en latin, n'est que la fusion de Ciba-Geigy et de Sandoz, les deux plus grands pollueurs du Rhin. Donc en fait, ces grosses boîtes de la chimie se concentrent, changent de nom, prennent des gérondifs latins avec des belles consonances, Novartis, Syngenta, Adventa, Aventis, tu vois, on bricole les mots, et puis comme l'humanité a la mémoire très courte, on oublie que ces mêmes personnes, c'est les pires de la chimie et qui ont participé à l'empoisonnement de l'humanité depuis un siècle, et qui étaient là au moment de la Première Guerre mondiale, qui étaient là au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Mais bon, ils ont changé de nom, et ce sont toujours les mêmes. Si tu contrôles la chaîne alimentaire, tu contrôles l'homme. Et pour contrôler la chaîne alimentaire, tu contrôles la semence, c'est le début de la chaîne alimentaire, et tu contrôles tout. Disons que dans notre métier, ce qu'il est important de mettre en valeur, c'est que la nature de la semence génère un type d'agriculture. Ça veut dire que si tu veux faire de l'agroécologie, des méthodes douces en agriculture, il faut utiliser des semences qui sont des semences qu'on appelle à pollinisation ouverte, qui sont la plupart du temps des semences anciennes. Donc, par opposition, un hybride F1 va générer une agriculture captive qui ne peut fonctionner qu'avec un package technologique. Ce sont les biocides. Alors les biocides, ce sont les pesticides, les herbicides, les insecticides. Tu vois, toute la famille des cides qui veut dire détruire, étymologiquement parlant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde se fout des pesticides en France. Ça, il faut le comprendre, et ça tient à la puissance de feu du lobby des pesticides. Le système de surveillance, le système de contrôle est complètement perverti. On l'a établi formellement dans le livre. Il y a un système officiel avec des toxicologues, des scientifiques qui sont chargés, en théorie, de vérifier l'innocuité des produits qui vont être mis sur le marché.